Yann, merci beaucoup Jacinto pour votre invitation. Merci aux collègues qui se sont déplacés et aux étudiants qui auront un travail à faire, si j'ai bien compris, parce que j'ai fait le prof ici pour l'interface pendant pas moins de 22 ans. Donc je connais à peu près le système. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour ça, je suis pour vous parler de mon travail, mais aussi de la relation entre création et recherche. Ça me semble fondamental. Tout d'abord, voilà, je voulais vous passer une image, parce qu'il y a une quinzaine d'années, nous avons invité Daniel Murel, ici, à l'interface, et la première image qu'il nous avait montrée, c'était ça. C'était l'image, c'était un marché. Et il a demandé aux étudiants, qu'est-ce que vous voyez? Et les étudiants ont répondu, marché, parisien, dimanche matin. Ah non, pas du tout. C'est l'image d'un marché, c'est pas un marché. Alors ça paraît très évident comme ça à formuler, mais par exemple, pour la peinture, ça a une énorme importance de penser que la peinture n'est pas reproductible. Pas plus d'ailleurs que les autres œuvres d'art, pas plus que le réel, malgré tous les efforts qu'on fait pour le reproduire. En tout cas, dans la peinture, et je dirai un peu plus tard comment, il y a de la possibilité à reproduire. Et ça, c'est aussi une chance pour la création. Ensuite, là, je défile un petit peu mon credo rapidement. Là, vous avez 3 œuvres. On a l'impression que c'est 3 œuvres, je pense, d'artistes différents dans une exposition. Or, ce sont 3 de mes œuvres de périodes différentes. Tout ça pour dire que nous sommes pluriels, nous avons des activités multiples. Yann en a parlé beaucoup en ce qui concerne les fonctions institutionnelles, les fonctions d'enseignement, les fonctions de recherche, les fonctions de création, mais aussi chaque artiste a le droit d'être pluriel. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où, quand vous entrez dans une exposition, il faut à 100 mètres reconnaître un Soulage, un Stella, un Hearst, etc. Nous sommes devenus des logos. Donc, attention à maintenir cette possibilité, cette liberté d'être pluriel. Nous ne sommes pas l'expression d'une seule singularité qui viendrait, je ne sais quel tréfonds, mais nous sommes en acte, nous évoluons en fonction d'un certain nombre de paramètres que je ne vais pas détailler bien sûr maintenant. Ensuite, troisième petite chose qui me tient à cœur et qui va concerner tout le développement de ma peinture, notamment celle d'aujourd'hui, je dirais que le commencement est une fin. C'est-à-dire que les tableaux que nous voyons aujourd'hui sont des tableaux qui n'ont pas commencé par Wikipédia, mais qui ont commencé il y a très longtemps. C'est ça aussi la peinture. Si on veut connaître la valeur d'échange d'une œuvre, on ne va pas la calculer sur le temps de travail passé à la faire. Toute la vie a donné de la valeur à une œuvre. Et au-delà de ça, le commencement d'un tableau, il n'est pas avec moi, il est aussi dans toute l'histoire de l'art que j'ai pu, moi, simplement, modeste acteur de ça, assimiler avec le temps. Et je dirais tout à l'heure en quoi, effectivement, le commencement est une fable, et je terminerai aussi, au fond, par les fables que j'essaie de peindre aujourd'hui. Ensuite, ici, je vous ai fait une sorte de petit nuage de mots, avec, au fond, tout ce qui pourrait synthétiser ma démarche. Vous pourrez, si vous voulez, me poser des questions après, dans le temps que nous consacrerons au débat, sur ces différentes idées ou concepts. Rapidement, simplement quelques mots. La relation création-recherche, pour moi, elle est fondamentale. La création, qu'est-ce que c'est la création? C'est instaurer, comme disait Studio, l'existence d'une œuvre, c'est ajouter une œuvre au monde. La recherche, qu'est-ce que c'est? C'est augmenter le savoir que nous avons sur la création. Ce que Dominique Château, une fois, m'a soufflé en parlant de gain cognitif. Merci Dominique. Et c'était vrai, c'était ça. Un concept qui me tient beaucoup à cœur, mais qui est aussi celui que s'est approprié très finement, philosophiquement, Catherine Malabou, c'est le concept de plasticité, qui dérive des arts plastiques, mais aussi du plastique comme élaboration des formes.
ce concept de plasticité, il ne faut pas l'abandonner au profit de ce qu'on nous souffle continuellement, c'est-à-dire le visuel, c'est pas du tout pareil. Nous, en art plastique, ce qu'on fait concerne l'espace, concerne le tact, concerne l'olfaction, c'est quelque chose de beaucoup plus complet. Et il ne s'agit pas d'abandonner cette notion de plasticité au moment où, par exemple, en philosophie, comme c'est chez Heidegger, chez Hegel, en physique des matériaux, c'est très important la plasticité. Et aussi aujourd'hui dans les recherches neurologiques sur le cerveau, la plasticité neuronale est extrêmement importante. Ce concept de plasticité, ne le laissez pas tomber, ne cédez pas au sirène du visuel. Rien contre le visuel, les images c'est très important. Qu'est-ce qu'on fait sans les images? De toute façon, 90% et plus même des œuvres dans le monde, y compris par les critiques, sont vues sous forme d'image, il ne faut pas se faire d'illusions. Vous regardez les peintures sur vos téléphones portables, on sait bien. Mais la plasticité, c'est aussi cette relation du corps avec la matière. Ça, ce tête-à-tête-là, ce corps à corps-là, il ne faut pas l'abandonner. Ensuite, la poétique. La poétique, c'est très simple. Ça vient de poésie, en grec, qui veut dire faire produit. C'est l'étude de la création. Voilà. C'est l'étude de la création. Pour essayer de dégager du sens de cette analyse du faire. Alors, il y a aussi l'autopoétique. Moi, je la pratique beaucoup. L'autopoétique, c'est se prendre soi-même comme son laboratoire pour analyser comment on crée une œuvre seul ou à plusieurs. Et pour ça, il y a une chose qui est très importante, c'est le journal d'atelier, une sorte de journal de bord, où on peut. J'avais publié il y a longtemps, en 85, un livre qui s'appelait En attendant que ça sèche. Pendant que la peinture séchait, je notais mes réflexions. Et beaucoup de réflexions viennent du travail de ce tête-à-tête avec le travail. Et ce sont des idées qu'ensuite on peut reprendre pour les développer dans la recherche, dans le service, et surtout pour éclairer notre propre démarche. Évidemment, au centre de tout ça, pour moi, c'est mon origine, c'est mon médium, c'est la peinture. Depuis autant que je remonte dans mon enfance, il s'agit de peinture. J'ai plein d'anecdotes à raconter sur les fables du commencement de ma peinture. Voilà, ça m'intéresse pour raconter plus tard. Et dans la peinture, la phrase de Valérie que Merleau-Ponty reprend dans La Vie l'Esprit, au début, le peintre apporte son corps. Ça, c'est très important parce que, qu'est-ce à dire, le peintre, quel corps, pourrait dire Valérie? Est-ce que c'est mon corps, comme disait celui que je crois m'appartenir, mais je lui appartiens plus qu'il ne m'appartient? Est-ce que c'est le corps de Narcisse, celui que je vois dans le miroir, celui de la représentation, de la mimésis? Ou est-ce que c'est le corps disséqué, le corps de l'IRM, aujourd'hui, qu'on va... Il y a un quatrième corps, c'est le corps créateur. C'est celui qui implique les trois corps que je viens de citer, et que passeront aussi à développer cette notion de corps créateur. C'est elle qui est impliquée dans le travail des artistes. Et je pense que là aussi, la notion de corps, ce n'est pas seulement une question qui est une sorte de convention philosophique. Le corps, je crois, il existe vraiment. Voilà, donc après l'expérimentation, faire et défaire, l'expérimentation des procédés, ça c'est très important, parce qu'on est. C'est Bachelard qui a développé la notion d'expérimentation, avec le rapport à la science, évidemment, qui nous tient beaucoup à cœur dans nos études. Et expérimenter, c'est vraiment quelque chose qui est le contraire de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la répétition de la même œuvre, quasiment les gens comme quoi un peintre toute sa vie fait le même tableau. De toute façon, les peintres, soit ils font la même chose, on dit ils font toujours la même chose, soit ils ne font pas la même chose, on dit ils changent tout le temps. Les marchands ne sont pas du tout d'accord avec le fait que quand on change, voilà, on perd cette image et c'est désastreux pour le commerce. Mais par contre, c'est très important pour la création. Ensuite, l'imagination matérielle, ça je vais en reparler un tout petit peu parce que c'est aussi une notion bachelardienne très importante. D'ailleurs, Bernard Pesset, qui est décédé il y a peu de temps, avait fait un très joli texte sur l'imagination matérielle. Et je crois que la matière elle-même, et ça on va le retrouver dans le film qu'on va vous passer, la matière elle-même suscite un certain nombre de figures, et ceci depuis très très longtemps.
Occident, depuis Altamira, depuis 60 000 ans, vous voyez, dans l'époque du Paléolithique, nous avons la preuve par les archéologues que les roches elles-mêmes, dans les peintures rupestres, ont suscité, ont suggéré des figures animales. Et ça, c'est partie du travail que je fais aujourd'hui. Pour aboutir à quoi? Ce bestiaire que je vais vous montrer tout à l'heure, qui a mis longtemps à venir dans mon histoire, eh ben, il vise quelque chose que le surréalisme a apporté. Très, très, très important, la notion de merveilleux. Alors aujourd'hui, la notion de merveilleux, franchement, un peu aveugle pour espérer encore le merveilleux. Et je ne prends pas le merveilleux comme un refuge, mais je l'entendrai comme une sorte de réenchantement critique. Voilà, si on pose des questions là-dessus, on en parlera. Et enfin, une notion que René Passeron, qui a été mon mentor dans mon histoire de l'université et de la recherche, il m'a offert un jour mon anniversaire, la notion d'anastrophe. Ana, c'est monter, kata, c'est descendre. Donc, catastrophe, anastrophe. Il s'agit de subsumer, d'une certaine façon, la création par des œuvres qui, tout en étant dans un rapport négatif de chute, se transcendent dans une sorte d'ascension qui va être l'acceptation par l'artiste de ce qu'il a fait. Donc voilà, cette notion d'anastrophe est très importante. Voilà un petit peu ce nuage de mots, vous pourrez encore en parler si vous voulez après. Je ne m'étends pas parce que sur chaque mot, je pourrais évidemment parler pendant une heure. Juste l'imagination et la matière, chez Bachelard, vous trouvez ça dans l'introduction de l'OERF, lisez ça, c'est très important. Une chose très jolie chez Philippe l'Ancien et qui m'a concerné mon travail sur les animaux, c'est une chose incroyable. Hein. Le ciel, caillou, ciseaux, parure, né lisse et poli comme un œuf, mais porte gravées en lui les figures innombrables de tous les animaux et de toutes les choses dont les germes, tombant sur la terre ou dans la mer, donnent naissance aux êtres. L'œil aperçoit ici l'image d'un ours, là celle d'un taureau, ou encore celle d'une lettre. Vous voyez, c'est absolument extraordinaire cette idée, et effectivement qui rejoint ce que je disais tout à l'heure pour les animaux préhistoriques. Et évidemment de ce que nous voyons dans les pareidolis, si vous voulez, que nous voyons dans les nuages, par exemple, qui sont des figures de notre imagination projective. Et dans l'imagination matérielle, il s'agit encore d'autre chose, c'est la matière presque haptique, aurait dit Deleuze, qui nous suggère, nous sollicite des figures. C'est comme ça se passe d'ailleurs pour les enfants. Luquet, enfin, une sorte de théoricien rencontré, dans un gris Mickey, tout à coup on reconnaît une figure animale, la figure du bonhomme, etc. Vous connaissez sûrement ça. Bon, je passe sur les citations parce que je veux aller aux œuvres. Bien sûr, le texte de Léonard de Vinci sur la muraille de peinture, hein, il aurait créé la bataille d'Anghiari en regardant un mur complètement lézardé avec tout ça. Bon, ça, c'est très connu. Et maintenant, je voudrais vous passer, ça dure 12 minutes, un film qui a été réalisé par le réalisateur Axel Plévenot, qui est un ami toujours, et qui a fréquenté mon atelier pendant plus d'1 an pour me filmer, et qui en a tiré ce petit film qui a déjà été primé plusieurs fois dans le festival de cinéma. Donc je vous passe, ça ne dure pas très longtemps, et vous voyez, c'est assez instructif pour la question de la poétique à mon avis.
Ce que j'ai sur mon lutrin, là, c'est ce que moi j'appelle des liasses. C'est parce que ce sont ni des livres, ni des feuillets, mais un ensemble de pages qui sont réunies. Elles ont la particularité d'être sans couverture, reliées simplement par un fil et constituées par une sorte de papier chiffon sur lequel je peux, pour ma part, travailler avec n'importe quel médium. J'ai une forme qui commence à se dessiner en renforçant une irrégularité du papier et la figure animale se met en place. Quand je commence à dessiner, je ne m'arrête pas, je prolonge le plaisir tout le temps. Ce plaisir laisse une trace, cette trace provoque du sens, une idée, développe un imaginaire, ouvre un monde auquel je ne m'attendais pas. Ce sont des explorations, des explorations permanentes. Et en même temps, quand on tourne la page, mes yeux sont rincés. De temps en temps, je me dis que certaines de ces pages mériteraient d'être, comment on dit, exfiltrées de la liasse pour devenir des tableaux, quoi. Mais bon, je ne l'ai pas encore fait. Depuis la dernière fois, les liasses, c'est les liasses, les peintures, c'est les peintures, on ne mélange pas. Mais une double page sur une liasse pourrait me donner envie de faire une peinture. Et c'est une idée qui me travaille. Je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui, parce que ça demande une vraie décision. Et puis, voilà, la double page à laquelle je pense, il s'agit d'une sorte d'ours, de deux ours dos à dos sur les deux pages. Donc l'idée du diptyque, si c'est pour faire ça et ensuite ne pas faire ça, c'est pas la peine, autant le laisser dans la liasse et oublier. Si c'est un point de départ, bon, après tout, peut-être, mais c'est ça que je crains, c'est-à-dire faire quelque chose qui soit sans surprise. Pour la première fois, j'ai l'idée d'encoller des pages de coton, de liasse, sur une toile de marouflé, et pour garder cette sensualité, ce rapport tactile, ce rapport à ce papier coton. Tous les accidents, les micro-événements qui étaient dans le papier lui-même vont se retrouver comme des reliefs sur la toile et donc auront peut-être un rôle, ou pas, dans le tableau un peu plus tard. Ça me plaît, si tu veux, qu'il y ait un rappel de la géométrie de la liasse déployée à l'intérieur même de la toile. J'ai l'impression d'interpréter une partition. C'est comme si la liasse, c'était la partition musicale, et que là, j'étais en train de jouer le tableau. Je découvre ce plaisir, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, d'interpréter une partition. Je ne m'attendais pas à ça, et ça change tout, d'une certaine façon. Tu vois cet instrument-là, qui est fait pour tenir les pinceaux, je l'ai depuis l'âge de 12 ans. C'est toujours le même. Dans l'intermède entre
tes visites. J'ai continué à travailler ma liasse en décidant de faire des choses plus expérimentales. Je laisse en jachère une certaine page, et puis au contraire, j'interviens de manière plus approfondie sur d'autres. Et donc est apparu ce personnage assis, et je me suis dit, il a peut-être sa place dans le tableau. Et tout à coup, cette scène s'est transformée en scène de famille, presque. On pourrait dire avec le père qui surveille le fils, et la mère ici, et j'ai deviné une sorte de figure qui serait aussi comme un enfant qu'elle porte dans ses bras. On voit à quel point le marouflage des feuilles de papier sur le fond crée une sorte de carrelage, de dallage du tableau, et peut-être sera plus structurant que je l'imaginais au début. Ces carreaux qui sont partout sont devenus un mur fragile sur lequel le personnage est assis, mais avec très peu d'assises. Ce bleu du ciel là est assez encombré d'éléments qui ne demandent qu'à surgir en tant que signe. Contrairement à tout ce que je prévoyais, je suis sur le chemin de laisser venir encore 2 autres personnages dans l'affaire. Dans la peinture, s'il y a une chose qui est importante, c'est les moments d'absence, justement. La peinture se fait, le tableau dicte un petit peu ses conditions, et à partir de là, il y a une espèce de logique qui se met en place. Et c'est ça qui se joue à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on ne sait jamais comment cette histoire va finir. C'est pas bon, ça. C'est moins organique que tout à l'heure. Là, il y a 2 heures, je ne connaissais pas ces personnages, ils n'étaient pas venus à ma rencontre, et là, voilà, l'événement a lieu, ils sont là, quels qu'ils soient, ils sont là. J'avoue que je suis sceptique. Je sais pas trop. Je l'ai remarqué, ça c'est la leçon d'Elias. Même quand je suis bloqué, il suffit d'un trait de plus, de quelques touches, et ça relance l'imaginaire. Donc j'ai confiance en ça. De toute façon, ça ne va pas rester comme ça. Il me semble que ces 2 pages là racontent une histoire beaucoup plus simple, qui sollicite beaucoup plus l'imagination que ce que j'ai fait sur le tableau, et qui, avec toutes ces figures, au fond, devient bavard. C'est tout à fait habituel que je formule les choses pendant le travail. Ça m'aide évidemment à me souvenir des différents états. Une sorte d'arrêt sur tableau dont il va falloir se souvenir. Parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que dès qu'on recouvre, on oublie ce qui est recouvert. Je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire de ce petit ourson là, assis sur son parapet. Je n'arrive pas à l'enlever et je n'arrive pas à le garder sous une forme ou sous une autre.
ce sont une infinité de choix qui se succèdent. Et on ne sait pas si c'est nous qui choisissons ou si c'est les choix qui nous choisissent, si c'est le tableau qui choisit d'une certaine façon, par une espèce de logique interne. J'avais prévu un certain nombre de choses et que je n'ai pas respecté, j'ai fait autrement, et après j'en prends acte. Dans le tableau survient quelquefois, de manière un peu inconsciente, une forme qui au départ n'est rien et qui finit par être la clé du tableau. Je ne peux pas laisser le bleu comme ça, c'est trop déséquilibré. Je suis dans la phase où ça pourrait être terminé. Je sens des manques, mais la crainte maintenant, c'est qu'en ajoutant, en essayant de complexifier, de densifier, au fond, je détruise. Quand t'es parti l'autre fois, on était avec le fond bleu ciel et tout à coup, quelques heures après, ça m'est devenu insupportable. Il était comme plaqué, comme plâtré et il a fallu que j'intervienne. Je viens de trouver le lien. En fait, je pense avoir trouvé à peu près ma fable. L'ours et le miel. Et le plastique bulle comme ça me rappelle les alvéoles des nids d'abeilles. Pour l'instant, je laisse le plastique bulle qui a servi à faire les empreintes dans le tableau. Ah, ça me plaît. Ça me plaît. Je voulais que ce soit du miel et de l'or. Comme ça me plaît. Terminé. Ce petit film est un film vraiment, je crois, d'étude de la création en train de se faire. Voilà. Alors, ça fait partie des œuvres que j'ai faites depuis 2017. Je vais donc maintenant repartir rapidement de mes débuts, pas du tout début, mais dans les années 80, première exposition au Théâtre des Amandiers à Nanterre, à l'époque invité par Antoine Vitesse, et j'avais exposé toute une série de tableaux qui mettaient en scène un rapport entre la peau et l'écran. Et je pense que ça, c'est une des origines du travail que je fais aujourd'hui. Simplement, les images étaient froissées, maltraitées, recouvertes. J'ai fait tout un travail de soustraction, etc. Donc, bien entendu, je ne vais pas développer, ça serait l'objet d'une conférence, mais je vais vous montrer ces pièces et aussi signaler en quoi elles sont une couche ancienne de ce que je fais aujourd'hui. Et puis aussi, ça permet de mieux connaître mon travail. Donc ça, à l'époque, je travaillais sur les pratiques négatives en peinture et la séance de rasage, si vous voulez,
ce sont des toiles qui font quand même 2 mètres sur 1,80 m là. Donc on a ces figures dans un travail de noir et blanc avec des nuances. Ici, un tableau déjà avec des animaux, ce sont des chiens de traîneau. Je voulais, au fond, dans ma naïveté à l'époque, on sortait à la fois des figurations narratives d'un côté et de support surface. Et mon idée en arrivant là, comme ça, sur la scène de la peinture, c'était de dépasser cette contradiction entre ceux qui cherchaient à déconstruire tous les ingrédients de la peinture, et de l'autre côté, ceux qui travaillaient sur la déconstruction de l'image. Et j'avais politiquement des gens qui n'étaient pas dans le même camp. Les figurations narratives, les gens comme Coeco, etc., étaient plutôt du côté du Parti communiste. Les autres étaient plutôt du côté pour surface, plutôt du maoïsme. Bon, bref, la JS, etc., à l'époque, les trotskistes. Il y avait des choses politiques qui étaient très importantes. Moi, j'arrive après ça, et je voudrais réconcilier formellement, plastiquement, cette contradiction. Donc je montre ces différents tableaux, ici ça s'appelle le trottoir, 1980, avec des ombres reportées, qui sont aussi... je vous les montre rapidement. L'exode, c'est déjà un thème de Pétécher sur les migrants. C'était à partir d'une photo qui est connue, c'était une photo d'oiseau, je crois, dont je m'étais servi au départ. C'est un travail par projection, comme faisaient les hyperréalistes américains, de projection, et ensuite l'image recopiée comme ça était entièrement froissée, mise en boule, et je travaillais sur l'usure, le ponçage, le grattage, l'obturation, etc. Voilà, ça c'est une toile qui fait presque 3 mètres sur 4, qui a servi ensuite à faire un costume pour une pièce de théâtre, pour les gens qui ont leur grand magie de circus. Voilà. Chacun de ces tableaux a une histoire, je n'en ai plus aucun dans ma possession. Soit ils sont devenus vous allez voir, soit ils sont partis chez des collectionneurs. Les bouchers, voilà, ici un tableau qui s'appelle Hors de l'asile, 1983, des figures errantes. Voilà. Ici, des animaux, le tigre mort sur un éléphant. J'ai pris beaucoup de plaisir à la matière qu'on ne voit pas là, évidemment. En ce sens que, encore une fois, la peinture n'est pas reproductible. On a une image de la peau de l'éléphant, une image de ces différentes matières, mais évidemment le tableau avec son froissement. Vous voyez, l'image et le froissement s'épousent. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est la même démarche que celle que les pareidolie, que découvrir une forme, une figure dans un pli. Sauf que là, la figure m'était donnée d'avance. C'est celle d'une image projetée. Professeur Géniveau, le ventre de la baleine, travail de Forçat dans la viande de mammifère. Ici, grand tableau, une grande toile aussi, par dimension, qui s'appelle Les Bonites. Après des personnages, un titre assez philosophique, Le noyau dur de la connaissance, 1985, des personnages. Ici, les garçons sauvages, avec non seulement des froissements, mais aussi des plis. C'est à partir de Burroughs. Et puis, un tableau qui était au musée Gauguin à Tahiti, qui s'appelle Les Voyeurs, qui fait aussi 2 mètres sur 80. Voilà donc cette période, rapidement, des toiles froissées, qui ont donné lieu à autre chose, c'est-à-dire qu'avec ces toiles et une couturière qui s'appelle Hélène Kellich, à l'époque, on a sacrifié certaines de ces toiles pour faire ce que j'ai appelé des hybrides. Donc voilà, ça c'est le catalogue hybride et gris noir, l'exposition à la galerie Nicole Perry. Et vous voyez ici, on a fait une toile, une sorte de monstre qui s'appelle l'échoué, qui faisait 5 mètres 20 de long, et qui a été donc mise en situation à plusieurs endroits. C'est une ancienne toile qui a été donc mise en volume, découpée, puis mise en volume. Voilà d'autres toiles de ce genre, qui sont devenues des hybrides, peut-être hybrides entre la peinture et la sculpture, ou la couture.
Et puis là, cette espèce de lapin que vous voyez, c'est une sorte de lapin danseuse. À côté, c'est le personnage qui semble crucifié sur son chevalet. C'est un peu une allégorie du peintre, avec une trompe d'éléphant, vous voyez, qui est attachée à son chevalet, comme si moi-même j'étais finalement le prisonnier de toute façon de la peinture, ce qui est vrai. Voilà, ici une figure de Francis Bacon, vous connaissez peut-être l'œil et le portrait de Francis Bacon, et la toile se transforme en serpent autour du châssis. Et puis les grimoires, ce sont des tableaux où j'ai écrit dans des toiles froissées, une sorte d'abstraction, mais en fait pas vraiment, ce sont des sortes d'écriture polysémique. Déjà, vous voyez des doubles pages qu'on retrouve dans Mélias aujourd'hui, et ce sont des toiles qui font aussi 2 mètres sur 1,80 m. C'est toujours des toiles souples, sans châssis, là, avec, là pour la première fois, la découverte de la peinture iridescente, des bronzes, des cuivres, des ors, des argents, etc. Et cette peinture iridescente, elle est très difficilement reproductible. Ça fait partie aujourd'hui de mon travail vraiment, que ce soit l'iridescence, le fluo ou les paillettes, dès qu'on les photographie, tout s'aplatit, tout disparaît. Et en plus, évidemment, ce sont des tableaux qui changent complètement d'apparence quand on passe devant. Pas besoin d'être Jacob Hagan, si vous voulez, pour que le tableau change. Là, c'est pas de la cinétique, mais mes peintures, de toute façon, elles sont aussi cinétiques. Si vous les regardez d'un point de vue, n'ont pas la même apparence que d'un autre point de vue. Ça, c'est dû justement à l'iridescence. Évidemment, il faut les voir vraiment, pas en photo, pour que ça marche. Une autre de la même série, on a travaillé beaucoup, la même série, des partitions. Celle-ci a été achetée par notre ami Dominique Noguès, disparu aussi, mais elle est toujours en la possession de ses héritiers. Après, vite, parce qu'il faut que je fasse attention. Après cette période, j'ai fait sur des stores en bois, avec du pastel gras. J'ai fait toutes sortes de figures qui sont très prémonitoires de ce que je fais aujourd'hui. Là, ce ne sont plus des images qui sont projetées ou qui sont dessinées à partir de documents. Ce sont des images totalement qui sortent de l'imagination matérielle. Et vous reconnaissez donc des sortes déjà de fables, plus ou moins animalières, parce que c'est toujours le terme aujourd'hui, c'est des animaux malades de l'humain. On peut prendre cette formule comme on veut. C'est d'ailleurs le catalogue qui vient de paraître en exposition en Polynésie. Voilà. Ensuite, il y a les cercles et les politiques. Les cercles et les politiques, c'est une incursion dans l'abstraction qui va être assez longue, je dirais une quinzaine d'années. Et le cercle, pour moi, c'était un véritable défi, aussi, je vous montre, un défi. Valérie parlait du cœur serré des rues de troncs. C'est un tronc d'arbre, le grand séquoia du Jardin des Plantes, qui m'avait fait partir sur toute une série de tondis. Voilà, donc avec les belles procédés matiéristes, d'usure, de poussage, de partage, l'iridescence, etc. Et après, je suis passé dans un rapport de découverte d'une couleur qui était le bleu de phthalocyanide, et avec lequel j'ai travaillé toujours la circularité pendant plusieurs années. Voilà. Puis d'autres recherches avec l'iridescence, toujours dans le cercle. Et vous voyez que le cercle commence à se découper progressivement. Voilà, cette pièce fait quand même 1,60 m de diamètre. Je travaille comme ça, j'ai toujours ce tableau, je l'ai gardé. Et alors, tout à coup, le cercle se délite en politique. Et je divise donc un cercle, je fais plusieurs cercles, avec une certaine géométrisation, même si je reste dans le côté ultra généreux de la peinture et de la couleur, de la matière. Voilà, puis voilà d'autres politiques qui se développent là sur vraiment un mur qui doit faire 10 mètres de long.
exposition au château d'Empierre à Valenciennes. Et des cercles de cette géométrie, je passe à d'autres formes que je combine et que, avec aussi une recherche de couleurs et de matière, mais que vous verrez, Michel Gouéry, avec qui j'ai fait un travail de céramiste, avec lequel j'ai fait pas mal de boulot, s'est servi de cette pièce, vous la verrez tout à l'heure. Et puis ça a été jusqu'à vraiment une installation de petites toiles très, très colorées. Ça, c'était à la galerie de Nicole Gouéry. Bon. Le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, en attendant que ça sèche, de 1994, enfin, qui est un journal de bord, et où j'ai noté, donc, au jour le jour, un petit peu mes remarques sur les différents tableaux. Enfin, et puis ensuite, il y a une aventure en 98, c'est la Coupe du Monde de football. Je m'intéresse beaucoup au football, je suis passionné de football, je suis très content que Paris Saint-Germain ait gagné hier soir. On a pu l'éclater en 1-0, j'étais très content. Donc j'aime beaucoup le football, c'est aussi toute mon enfance, enfin, pour différentes raisons familiales. Et en 1998, j'ai tenté quelque chose, pas dans la Coupe du Monde de football, les 64 matchs, dans le temps du match, dans le temps arbitral du match, et faire 64 tableaux. Donc me voilà dans 7 mois, dans mon atelier à l'époque, et donc j'ai plus jeune évidemment, et j'ai fait donc des toiles. Donc voilà, en 90 minutes, je faisais un match. Et ça, ils ont différentes dimensions, ça c'est assez grand, et ça c'est des toiles qui ont été faites comme ça, du temps, une sorte de pulsion en regardant le match, en regardant les mouvements du ballon, les mouvements des joueurs, les couleurs, les drapeaux des différents pays, etc., etc. Donc c'était un travail intense. Je jouais le match en peinture, voilà. Jouer la Coupe du Monde en peinture. Donc voilà différents tableaux qui ont été faits. Vous voyez que c'est pas la même facture, c'est fait avec des procédés aussi avec des brosses, avec des balais. Voilà, on reconnaît quelques figurations. Vous voyez les jambes d'un footballeur faisant un retourné acrobatique, des choses comme ça, le maillot de l'arbitre avec le short noir. Voilà, des tableaux aussi où apparaissent justement, c'est pour ça que je montre, des figures animales, plus ou moins. Voilà, ici par exemple, on a un poste de télévision avec autour d'espèces de trois animaux un peu hybrides. Et finalement, de ces matchs, c'est bizarre qu'apparaissent des figures animales, parce que tout simplement, c'est la peinture qui se met en branle avec ce qu'elle a de plus ancien, de plus lié à l'enfance. Ou à l'histoire humaine, parce qu'il n'y a pas une seule civilisation où les hommes n'ont pas représenté des animaux. L'enfance de l'art, c'est l'animalité. Comme la nôtre d'ailleurs, enfin, l'animalité, en même temps, on cherche avant tout à s'en détacher quand on est enfant, mais il reste, dit Georges Bataille, une espèce de hantise de l'animalité, d'être animal. Après, on s'émancipe de cette animalité et pour se faire humain. Voilà différents tableaux, toujours, je me souviens plus de la équipe qui jouait les scores, je trace tout ça. Voilà. Et ici, à la galerie des filles du Calvaire, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une installation des 64 tableaux. On avait fait une exposition qui s'appelait Va y avoir du sport, avec Sandrine Morcillo et puis différents artistes. Et j'avais montré donc les 64 tableaux en installation dans cette galerie. Voilà. Après, j'ai eu toute une période avec, où j'ai peint sur des tamis de maçon. Je suis revenu à la circularité et à la figuration pour faire des installations. Et là, c'est déjà une incursion, si vous voulez, dans l'art contemporain. J'étais plutôt un moderne. Hein, en fait. Enfin, en réalité, ces divisions historiques et sociologiques, classiques, modernes, contemporains, je pense que bon, ça peut être utile hein, sur le plan historique et sociologique, mais pour un artiste, c'est pas très utopique. Hein. Donc, bon, là, je suis dans quelque chose qui est plutôt sur l'art contemporain, avec le côté d'installation, et de ces tamis qui sont aussi des peintures, sur lesquelles j'improvise différentes petites. Il y a quelquefois des représentations, quelquefois c'est totalement abstrait, quelquefois j'y mets des objets. L'idée c'était
comment peindre sur des trous. C'est-à-dire les tamis, les maçons sont des grillages. Comment peindre sur des trous. Donc avec la peinture acrylique qui sèche assez vite, on peut comme ça peindre sur les trous et ça fait des choses tout à fait étonnantes et une non-maîtrise qui est une expérimentation évidemment intéressante. Il y a donc toutes sortes de choses, vous voyez, voilà, un travail avec la grille, hein, évidemment, et puis aussi un travail abstrait, voilà, ici ça a été exposé au musée de l'art contemporain de l'université de Séoul en 2000, voilà, et ensuite on a fait avec Yann une extase. Voilà, j'étais l'abeille, voilà, pour retrouver l'abeille du tableau, j'étais déjà le peintre comme une abeille qui fait son miel. Et Yann a fait cette photo de moi-même déguisé en abeille, des rayures, etc., donné des ailes et tout ça. Et il était dans une période très rouge, et je suis parmi les tamis comme les alvéoles de la ruche. Et voilà, on retrouve, vous voyez, au fil du temps, comme ça, une sorte de redondance par rapport à cette histoire de l'humanité. Et c'était une collaboration, donc, comme tu disais tout à l'heure, j'en ai eu plusieurs. Après, tu n'étais pas déguisé, tu étais peint. J'étais pas, oui, j'ai été peint, j'étais nu et peint. Voilà, avec un bonnet, puis des ailes. Voilà. Je vous ai fait grâce aussi de ces photos-là, je les ai. Voilà. Donc, ensuite, il y a eu vraiment une incursion dans l'art contemporain, c'est-à-dire aller explorer à l'extérieur le collaboratif. Et j'ai fait j'ai joué à la pétanque pendant 2 ans, et j'ai fait l'inauguration de Chalon dans la rue avec une performance de pétanque. Il s'agissait de faire un ciel de boules au sol. Chaque joueur jouait une main, et ça faisait voilà, comme un ciel au sol. Et ça a été photographié ensuite par un ballon. Aujourd'hui, ça serait un drone. Hein. Aujourd'hui, c'est un ballon, vous voyez, qui photographiait la performance. Et ça a l'air de rien comme ça, mais ça a été tout un travail de négociation, parce que les joueurs de pétanque, ils étaient à la fois très heureux qu'un artiste s'occupe d'eux, que personne ne s'occupe déjà d'eux, et en même temps, ils se méfient un petit peu. Donc il a fallu les apprivoiser, il a fallu que j'apprenne tout le vocabulaire, que je joue, que j'atteigne un certain niveau, bon, pas extraordinaire, mais suffisamment pour me faire respecter et partager, si vous voulez, cette œuvre. Donc là, c'est le moment où ils jouent, et puis il y a le moment où ils vont ramasser les boules. Ça a fait une série de photos voilà, que j'avais exposées à l'époque sur base. Voilà. Après, il y a eu l'aventure de Versailles, avec le potager du roi, où là aussi c'est mon autre grande incursion à l'art contemporain qui a duré quand même 4 ans. Et j'appelais ça l'amour et la guerre à Versailles, les pommes libertines et les aubergines marquées. Donc en fait, il s'agissait avec des pochoirs de scènes érotiques tirées de gravures du XVIIIe, XVIIe, XVIIIe siècle, des gravures de scènes érotiques. Donc j'ai fait des dessins avec du laser pour découper ces pochoirs très fins. Et ensuite, ils étaient collés par les jardiniers avec lesquels j'ai donc ensuite travaillé, discuté, etc. Sur les pommes, et pour produire ensuite avec la chaleur, c'est le coup de soleil, hein, qui est, bon, vous mettez la main sur la poitrine, comme l'a fait au Pinaille, et puis vous avez bronzé autour, sauf à l'endroit où il y a la main. Là c'est pareil, vous avez des pochoirs, ça rougit, sauf à l'endroit voilà, où il y a le pochoir. Et ce sont des scènes sexuelles. Érotique, c'est pour ça que je les ai appelés pommes libertines. Pourquoi la pomme, Ève, le péché originel, des histoires comme ça qui m'ont donné. Et ça a donné aussi une performance à la grotte de Valby, où la comtesse de Valby faisait toutes ses parties fines avec ses amants. Et donc, avec un modèle, nous avons fait une performance auquel certains d'entre nous y ont assisté, et qui consistait à enlever justement les pochoirs des pommes pour en révéler les figures érotiques. Tout ça est sur mon site, pas de problème, vous pouvez le voir, je passe vite, pour revenir à la peinture.
peinture d'aujourd'hui, qui évidemment m'intéresse en premier lieu, mais il est toujours question du corps quand même, il est toujours question de quelque chose qui s'ajoute, s'enlève, de pratique de révélation. J'ai fait des expositions notamment à Pilsen, dans une galerie tchèque en 2015, avec les pommes et puis les aubergines. Parce qu'il y avait l'amour, mais il y avait aussi la guerre à Versailles. Donc ensuite, j'ai travaillé quelque chose de très original, parce que ça, personne ne l'avait fait encore, c'est travailler sur des aubergines, marquer des aubergines. Et vous voyez, là, vous avez le procédé, vous avez non pas un pochoir, mais un sticker, qui ensuite avec le résultat. Donc là aussi, rapidement, différentes solutions, avec aussi des hélicoptères, des avions, voilà. Ensuite, il y a la collaboration avec Michel Gouéry et la céramique. Il y a une exposition que vous avez peut-être vue à la galerie Michel Journiac, on l'a fait ensemble avec Michel. C'est un céramiste pour moi qui est vraiment extrêmement talentueux. Et on s'est associé pour que peinture et céramique puissent coexister. Et ici, donc, un ancien tamis sur lequel Michel a créé une figure de tauromachie, peut-être. Il y a d'ailleurs un genre de couteau, de choses sanglantes dans le tamis. Voilà, il a fait différentes figures animales aussi. Voilà, on connaît là sa manière, les réseaux de terre qu'il associe, et moi, mon tamis est aussi en réseau. Donc voilà, cette conjonction qui s'est faite, je tiens beaucoup à cette collaboration. Et on a intitulé le catalogue Entre Amis comme exposition. Et l'exposition s'est faite en 2019, donc récemment à la galerie Michel Journiac. Voilà. Le tableau de tout à l'heure, vous voyez, sur lequel il y a assis une sorte de penseur fait d'un certain nombre d'anus associés, qui peuvent être des fleurs, des spectacles, ce que vous voulez. Ça, c'est la façon dont Michel travaille. J'en arrive à aujourd'hui, et depuis 2017, donc, tout ça, c'était pour vous repériez ce qui, aujourd'hui, s'est évidemment coagulé dans les peintures que je fais, auxquelles je crois, auxquelles je me consacre pleinement maintenant et quasiment à rien d'autre. Donc peindre, écrire et peut-être bientôt un peu voyager. Donc ici donc le Renard et le Dindon 2017, c'est sur un ancien cercle de 1,30 m que j'ai peint cette sorte de fable, il y en a d'autres. Et donc, vous voyez d'ailleurs au départ l'importance de la collaboration avec Michel Gouéry, parce que vous reconnaissez derrière le treillis, si vous voulez, que j'ai reproduit en peinture, et qui m'a donné une espèce d'élan pour continuer, pour reprendre la peinture, continuer à peindre, après mes excursions dans l'art contemporain. Si vous voulez, en deux mots, quand même, le moderne, pour moi, c'est plutôt l'exploration du médium à l'intérieur de limites, avec pour créer une sorte d'événement organique qui est lié à une expérience intérieure. Ça, c'est le moderne, pour moi. Et puis le contemporain, c'est plutôt là où le moderne, si vous voulez, est d'une certaine façon centripète, le contemporain serait centrifuge et annexerait à l'extérieur toutes sortes de possibilités pour artialiser, comme disait Montaigne, puis bien Roger, pour artialiser le réel, mais quel qu'il soit. Donc l'art contemporain, depuis, a tout envahi jusqu'au point de se demander si tout pouvait être de l'art, et même être lié en tout maintenant. Donc cette expansion, je vais essayer de l'explorer avec vous, par la pétanque, par l'école libertine, par différentes excursions comme ça, mais finalement, je suis revenu à la peinture, à la circularité, à cette concentration de l'atelier, à cette méditation le pinceau à la main, qui finalement est mon vrai choix et ce que j'aime le plus faire et dont je ne me lasse absolument pas.
puis en plus, c'est la plus grande liberté, c'est que vous faites ça tout seul. Parce que les trucs collaboratifs, c'est très bien, mais alors qu'on dépend, c'est des choses qui, les œuvres d'art contemporain se produisent, il faut les financer avant, etc. Il y a des tas de problèmes juridiques, enfin, etc. Alors que quand vous êtes dans votre atelier à faire une peinture, vous avez la totale liberté de tout ça, si liberté est garde. Ici, maintenant, un autre tableau, ce sont d'assez grands formats. Vous avez les mesures à côté. Le rêve du dodo, qui est le dodo, vous savez, c'est cet oiseau qui a disparu. Et là, l'imagination matérielle m'a fait inventer la possibilité que ce dodo rêve d'abord d'une sorte de puzzle d'animaux, parce que là, il n'y a pas une seule place vide, il y a des animaux partout que vous regardiez. Et puis, il y a des espèces de luminules qui sont comme des regards, et les regards vont être fondamentaux dans tout ce que je vais faire maintenant. Je vais vous montrer. L'action du regard est extrêmement importante et présente, et ces regards, ces petits yeux remontent dans le tableau comme dans un bocal, vous voyez, pour se retrouver en haut un peu coincé par la limite, ce qui est une façon allégorique de dire que bon, un tableau a des limites. Ici, une autre histoire avec deux tigres qui semblent dialoguer et qui pensaient à une espèce de tortue avec un autre personnage rouge, là, un personnage humain. Évidemment, tout ça, tout ce que vous voyez en blanc, c'est des paillettes. C'est extrêmement brillant et en photo, on ne le voit pas. Voilà, il faut voir vraiment les tableaux. Ici, la farce du poulpe et du requin, c'est un diptyque. Alors, je reprends, vous voyez, l'histoire des politiques, les doubles pages, toutes ces choses-là m'intéressent beaucoup. Et là, on a une histoire de prédation entre le personnage pseudo-humain, pseudo-masqué, je ne sais pas, qui mord l'œil d'un poulpe, qui lui-même est mordu par un requin, histoire vraisemblable, mais qui est une véritable fête de peinture, de transparence. Je me suis beaucoup amusé dessous de l'eau là, à peindre ça avec beaucoup de jouissance. C'est quand même là une affaire de jouissance. Hein. Il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de Ici, je me suis inspiré de l'arrêt de Chardin pour une autre allégorie. Voilà, je ne vais pas détailler tout. Hein. Ici, une grande histoire de glissade céleste, appelée le temps des méduses, avec une sorte de méduse qui traverse le ciel, et une méduse au fond. Et puis, ces personnages glissent, qui semblent dégringoler. Là aussi, vous voyez, c'est assez grand, hein, ça fait 60 dos quand même. Et c'est pas une image qui va les remplacer. Je ne sais pas de dire ça, parce que c'est plutôt la frustration de montrer des images quand on pouvait montrer des peintures. Ici, c'est le double regard du sanglier, vous voyez, c'est ce regard saccadé d'un sanglier qui court et de face vers nous et qui est poursuivi par des loups, ce sont des masques de loups qui le poursuivent. Donc c'est un tableau en forme de losange, il y a un carré redressé comme ça, qui est une autre façon d'exprimer cette question des regards qui là sont par dizaines. Voilà, ici un tableau qui s'appelle Danse avec les bêtes, qui va faire l'objet le titre d'un livre qui va sortir là pour le printemps de la poésie que je fais avec Serge Pey, le poète Serge Pey, quelqu'un d'important dans le monde de la poésie, et qui a écrit à partir de chacun des tableaux une trentaine de lignes, et ça fait un texte de 50 000 signes que nous avons publié chez Tarabus. Éditeur pour ça, poésie peinture, au printemps. Et donc ça s'appelle Danse avec les bêtes, et le titre est venu de ce tableau qui est une sorte de danse, c'est pas tout à fait le thème de la prédation, de l'étreinte, etc. apparaît beaucoup dans mon travail, mais ici c'est les deux. Il y a quelque chose de la danse, mais il y a aussi ces mâchoires qui sont bloquées dans une espèce de baiser, comme les adolescents qui ont des appareils qui s'embrassent plus étagés. Voilà, donc les dents comme ça. Et c'est un tableau qui est là de grande dimension, hein, qui est 260 sur 191.
Ici, un tableau appelé le rapt écologique, qui est une sorte d'ours blanc sauvé par un singe, c'est quoi le singe? Oh, autant, merci. Et alors, il est entièrement, lui, en paillettes. Il est blanc, mais là, vous le voyez blanc, en fait, il est entièrement lumineux, comme de la glace, si vous voulez, qui serait étincelante. Et il est dans une sorte de cerf. Bon, on aperçoit, c'est bleu, c'est vert. Et on ne sait pas s'il est sauvé ou si c'est un rat. Il y a des sortes d'ambiguïté comme ça que j'aime bien dans les tableaux, parce que si les tableaux ne sont pas rendus, alors bon, il est illustratif et ça perd quand même beaucoup d'intérêt. Ici, après un voyage fabuleux à l'île de Pâques, je suis resté 15 jours, j'ai vu la Voie lactée comme jamais, c'est-à-dire la Voie lactée, vous ne voyez plus le ciel, vous ne voyez que les étoiles. C'est une sorte de comment dire, tout le ciel est complètement obstrué par les étoiles. C'est incroyable. Et j'ai vu ça donc la nuit, et puis vous voyez la référence au Moai, pour ceux qui connaissent la légende de l'homme oiseau, voilà. Et ça c'est un tableau de matière aussi, c'est un tableau, et j'en ai fait deux. J'en ai fait un autre qui est plus érotique. Là c'est Tangata et les oiseaux. Tangata ça veut dire l'homme en polynésien, c'est le contraire de Naïné, c'est la femme, vous savez, Tangata c'est l'homme. Et là, Tangata et les oiseaux, c'est la légende de l'homme oiseau, mais réinterprétée. Il y a aussi beaucoup d'iridescence, beaucoup de paillettes, beaucoup de. Voilà. Ici, quelque chose de plus intime, l'enfant et l'escargot, un tableau très simple, un diptyque, qui est fait de simplification, comme un peu comme vous avez vu tout à l'heure dans le film, en enlevant, il est resté finalement que ça, que cette histoire entre le caractère répulsif de l'escargot, mais en même temps très très collant, et cette tête d'enfant. Ici d'ailleurs encore une histoire d'enfant, avec là c'est le fœtus. Alors c'est un tableau ça, de paillettes, vraiment de confetti partout, d'or, mais aussi de sang, et aussi le cordon ombilical qui est explosé par cette espèce de personnage d'animal monstrueux. Voilà, et le regard, je me demande une certaine constance. Ici, alors ça s'appelle le prédateur, c'est très grand, c'est 2,60 m sur 97 cm. Et on a la figure du pouvoir, vraiment, qui est en haut et qui maintient la figure d'une sorte de vache qui va vers l'abattoir. On peut imaginer ça, avec cette tête. La partie grise que vous voyez oblique est une sorte de collage de couleurs éteintes qui est assez froide et très dur. Et le personnage a des yeux comme un œil de bouche et une corne, et le bras n'est pas un bras mais une sorte de mécanique qui vient écraser la vache. Ici, une maternité assez spéciale, avec encore une fois cette espèce d'animal avec peut-être bovin, je ne sais pas, avec une sorte de buffle coupé, et puis la froideur de cette personnage oiseau. Là aussi, il y a beaucoup d'iridescence, travail comme de dentelle pour les manches, qui évidemment contraste beaucoup, comme compresse par rapport au muscle qui est couleur du sang, et les yeux vitreux du personnage, alors que le personnage victime, alors que le personnage, disons, oiseau, lui a un regard totalement froid, un regard totalement sans aucune empathie pour quoi que ce soit. Ici, voilà, encore des regards, encore une scène de prédation, ça s'appelle La Bête, le film de Brooks qui m'a beaucoup impressionné à l'époque. Voilà. Ici, c'est la période Covid. Alors là, bon, les choses. Il est plein de paillettes, hein, ce tableau, je ne peux pas croire. Il est assez lumineux, il s'illumine de partout. Mais
on a ces sortes d'animaux qui sont en même temps des masques avec des yeux terribles et qui flottent dans un univers assez glauque et néanmoins bleu. Voilà, ça c'est le tableau que j'ai fait pour qui s'appelle La Peste. Là c'est vraiment mon confinement où on parlait de la chauve-souris, du pangolin, tout ça. Donc il y a c'est un tableau qui est tout le fond est fait de paillettes qui sont là plutôt comme le virus qui envahit tout. Il y a le masque vénitien, vous voyez, et le petit docteur à côté, qui est un peu anecdotique, enfin bon, ça marque l'époque. Ici, tout autre personnage s'appelle Diablerie, avec ce qui est collé au-dessus, là, sous les oreilles, c'est une paille de fer, vous savez, pour poncer le parquet. Donc c'est un tableau qui a beaucoup de matière. Le fond est d'ailleurs assez inspiré par les céramiques de Michel Guillaume. Ici, un diptyque aussi de l'époque de la contagion, du moment du confinement. Et vous voyez d'ailleurs le personnage qui porte un masque, de l'autre côté vous avez une espèce de... Et ici, plaisir de hyène. Alors là, d'un côté vous avez le personnage qui est pseudo-féminin, qui est masqué, de l'autre côté vous avez un grand roulage de pelle entre les animaux, sans masque, avec un fond fluorescent. Voilà, là j'y vais franchement. Et puis on arrive maintenant encore plus au catalogue qui est là, l'exposition de Tahiti. Ça aussi, c'est un diptyque qui a été... j'ai pris des risques, je crois, avec la fluorescence, le coucher de soleil, les personnages. Mais je trouve que... on peut le critiquer, hein, mais je trouve qu'il a, pour moi, un certain intérêt, une certaine force, qu'on dirait un peu Chirac, un personnage avec son poivron, donc cette tête de rat dessus, enfin, voilà. Une grande pulsion. Et ici, un tableau qui a été beaucoup plus pensé, beaucoup plus travaillé, qui s'appelle Le Temps et Tord de ses congés. Vous savez, il y a une sorte de grand flux qui traverse, alors qui est fait d'iridescence, d'or, d'argent, de paillettes, etc. Ça traverse tout le tableau et il y a une espèce de main qui tient la jambe du personnage qui sont comme les aiguilles d'une montre. Et dans ce tableau, à la fois tout est en mouvement, tout avance et en même temps tout est bloqué. On a le petit personnage là de l'oiseau qui est arrêté, l'autre personnage rouge qui est arrêté, on a une espèce de derrière de personnage un peu avec une auréole, enfin une sorte de femme religieuse un peu, et puis on a ce personnage qui a son bonnet rose là, et qui est comme les aiguilles qui montrent. Donc tout semble traverser le tableau, hein, et en même temps tout est arrêté. C'est vraiment ce que je voulais faire dans cette table-là. Et ici, un tableau qui s'appelle Le Désir démasqué, que j'ai longtemps travaillé, avec un fond fluorescent, orange et rouge. Et voilà, c'est comme une sorte de portrait de famille. Cette Salomé semble tenir la tête dans ses bras. L'autre personnage avec son bec. Vous voyez, là on est vraiment dans cette ambiguïté entre l'humain et l'animal, hein, les animaux malades de l'humain. Le personnage humain de femme est clairement bien. En même temps, son visage est assez tordu, assez bizarre si on regarde bien, etc. Donc ça, c'est un des tableaux qui a été exposé. C'est assez grand, comme vous pouvez le voir. C'est toujours des diptyques qui sont faits à partir des liasses. Oui, à partir de ce que vous avez vu dans le film, là, j'ai réalisé cette façon de travailler. Je me sers des liasses comme le départ, comme une partition, je disais dans le film, sur laquelle je vais pouvoir jouer. Je sur assez longtemps, hein, je cherche beaucoup, et ici on a une sorte de personnage ailé, un peu
qui regarde au loin, qui suit un peu masqué, qui regarde cette nuée d'oiseaux. C'est un petit peu l'illustration de l'anastrophe. C'est-à-dire on est en pleine catastrophe et en même temps il y a un espoir qui est donné par la couleur, la peinture, le regard lointain. Autre tableau récent, la maîtresse des oiseaux. Là, c'est un tableau assez lumineux avec beaucoup de regards aussi, beaucoup de représentations d'oiseaux et puis d'autres animaux, ça chacun de vie. Mais il y a aussi un personnage féminin avec une poitrine et puis un visage qui ressemble un peu à Wittgenstein par proportion gardée. Ça m'a traversé l'esprit. Picasso quand même Wittgenstein. Donc c'est une toile voilà, qui est antique et qui sera exposée aussi dans celle-là sera exposée à Déti, elle est encore plus récente. Ici, un tableau qui s'appelle Le sens de la fête et dont je ne suis pas totalement sûr en fait. Il est toujours dans mon atelier. Je ne sais pas si ce tableau va continuer d'exister. Pour vous dire que les tableaux, je les garde longtemps dans l'atelier, je les regarde, je les fréquente tous les jours. Et si à un moment je me dis que je les supporte plus, ça veut dire qu'ils ne sont pas bons. Donc un tableau qui est bon, je le supporte. Un tableau qui n'est pas bon, je le supporte. Et celui-là, il commence un peu à m'énerver. Donc je ne sais pas si vous le voyez peut-être pour la dernière fois. Le catalogue des animaux malades de l'humain qui est ici. Donc avec dedans différentes petites figures. Ça, j'ai fait toute une série de petites toiles que j'associe plus ou moins dans des voilà, ça m'amuse de faire ça. En fait, c'est des tableaux qui me servent de palette. Je prends des toiles, je me sers des toiles en palette, et puis avec ce qui reste de peinture, je fais quelque chose. Et souvent, ça donne donc comme ça des portraits animaliers qui sont aussi un peu humains par certaines choses. Voilà. Donc ici un triptyque. Les fameuses liasses empilées. On en a maintenant 5 en fait. Voilà, chaque liasse fait 192 pages. Donc c'est le travail quotidien, constant. Par exemple, quand je regarde un match à la télé, je fais un dessin en même temps. Voilà. Et ça, là, ça n'a rien à voir avec le match. C'est simplement que toute occasion est bonne pour dessiner, peindre et pas perdre. Vous savez, au Balkan, quand ils partaient en voyage, ils continuaient à peindre la suite des mondes sur des feuilles, même en avion et tout, parce qu'ils ne voulaient pas s'arrêter. Alors, je ne suis pas obsessionnel polonais comme Balkan, j'ai aussi un ami, et malheureusement, il est aussi un petit carré, mais pour lui, le travail, c'est là qu'il vit. Je n'ai pas du tout cette prévention, mais je reconnais que ne pas quitter la peinture ou le dessin tous les jours. Avant-hier, j'étais dans l'atelier de Vincent Boulès, à l'interface en 2019, et Vincent Boulès, il me dit, moi, le matin, 9h, je suis à l'atelier, jusqu'à 19h. Voilà. Et je peins toute la journée. Et ça, il a 84 ans, hein, et il peint toute la journée. Et il ne s'en rase pas. Et puis des choses tout à fait magnifiques, hein, vraiment. Et ce sont les hommes qui s'occupent de son exposition à Pittsburgh, au Japon, je ne sais pas lui. Voilà, ça, c'est le privilège des artistes célèbres. Donc, voici encore les liasses. Celle-ci a été exposée à la Galerie Michel Tourignac pour l'exposition des 50 ans de l'UFR. Voilà. Et bien, je termine.